Août 2020. Jean Genet, le théâtre comme tas d'ordures. Les Paravents est une pièce de théâtre de Jean Genet, probablement son chef-d'œuvre, dont la première représentation en France au théâtre de l'Odéon à Paris en 1966 fit scandale. Genet est très clair, ce n'est pas une pièce sur la guerre d'Algérie. Les pièces habituellement, dit-on, auraient un sens, pas celle-ci, précise-t-il. C'est une fête dont les éléments sont disparates, elle n'est la célébration de rien. Impossible assurément de résumer les Paravents. Plus de 100 personnages, 16 tableaux. C'est la guerre, Félaga et légionnaires s'affrontent, pendant qu'autour d'eux s'agitent travailleurs arabes et colons, prostituées et gendarmes. Dans cette pièce, point déterminant, les morts parlent. Nous y reviendrons. Parmi ces personnages, il y a Saïd et sa mère. Écoutons Genet décrire. Les costumes indiquant la misère de Saïd et de sa mère seront somptueux. Maquillage de la mère, de longues rides mauves très nombreuses comme une toile d'araignée sur la figure. Saïd, le creux des joues très noir et autour des pustules jaunâtres ou verdâtres. Le mot a été lâché par Genet lui-même. Saïd et sa mère sont d'une misère absolue. Ils sont le rebut, le déchet d'une société. Ils sont laids, sales, puants de pourriture. Bref, ils présentifient la saloperie dégagée de toute enveloppe agalmatisée. C'est une famille qui s'enlise dans l'avilissement, de la racaille, dit Genet. Entendons les mots de la mère. Il y a dans chaque village un petit terrain qui pue et qu'on appelle la décharge publique. C'est là qu'on empile toutes les ordures du pays. Chaque décharge a son odeur. Dans mes narines, il reste encore l'odeur de nos poubelles que j'ai reniflée toute ma vie et c'est elle qui me composera ici quand je serai tout à fait morte. Et j'ai bien l'espoir de pourrir aussi la mort. Je veux que ça soit ma pourriture qui pourrisse mon pays. À une autre occasion, elle clame « Je me nourris de ce qui pourrit sous la terre ». Comme lui, dit une femme arabe du village, « Je sais que tu es à tu et à toi avec ce qui n'a plus de nom sur la terre. Son rôle sera de détruire. Qu'elle dévaste! Qu'elle dévaste! Voilà la place qu'on lui reconnaît. Saïd, lui, est tellement pauvre qu'il n'a pu épouser que Leïla, la plus laide femme du pays d'à côté, de tous les pays d'alentour, comme précise Genet. Elle est si laide qu'elle porte en permanence une cagoule noire. À cette laideur, cette misère, cet insupportable, Saïd ne se résigne pas. Il ne les subira pas passivement. Saïd n'est pas une victime qui répond à l'abjection de l'autre par le désespoir lyrique, toujours soutenu par une position masochique. Précisément de cette laideur, de cette misère, de cet insupportable incarné par Leïla, il en fait son destin. Saïd, tu n'as plus rien à craindre. Leïla, si, un bout de miroir. Leïla sort un peigne et veut se peigner. Saïd, en colère, n'y touche pas. Il arrache le peigne des mains de Leïla et le casse. Je veux que le soleil, que l'alpha, que les pierres, que le sable, que le vent, que la trace de nos pieds se retournent pour voir passer la femme la plus laide du monde et la moins chère, ma femme.
Et je ne veux plus que tu torches tes yeux, ni ta bave, ni que tu te mouches, ni que tu te laves. Et Leïla de lui répondre, je t'obéirai, mais moi, je veux ces ma laideur gagnée heure par heure qui parlent, que tu cesses de regarder en arrière, je veux que tu me conduises sans broncher au pays de l'ombre et du monstre, je veux que tu t'enfonces dans le chagrin sans retour, je veux ces ma laideur gagnée minute par minute qui parlent, que tu sois sans espoir, je veux que tu choisisses le mal et toujours le mal, je veux que tu refuses l'éclat de la nuit. Je sais où nous allons, Saïd, et pourquoi nous y allons. Voilà présentés, certes très brièvement, les trois personnages qui constituent la famille des orties. Car la mère et Leïla sont un peu sorcières, elles sont de la race des orties. Écoutons. Ortie, j'appartiens, dit la mère, par les filles peut-être, et Saïd par moi à la famille des orties. Près des ruines mêlées aux tessons, leurs buissons étaient ma cruauté, ma méchanceté hypocrite que je gardais, une main derrière mon dos pour blesser le monde. Apprivoisées, elles retenaient leur venin, elles rentraient leurs aiguilles. Dans leurs feuilles, je trempais mes mains délicates. La ciguë ne m'aurait pas plus glacé les veines. Ce qui est méchant dans le monde végétal m'était gagné. Mais c'est la guerre. Et Saïd sera voleur et surtout traître. Il dénoncera les félagas aux autorités françaises. Comme le reconnaît le personnage du missionnaire, Saïd, Leïla et la mère viennent de défier l'abjection, comme il s'exprime. Voilà où porte la pièce, en une puissance dramaturgique qui époustoufle lecteurs et spectateurs, et aujourd'hui encore. C'est à partir de ce rien, ici présentifié comme déchet, ordure, pourriture, que quelque chose est possible. Comme le clame la vieille Oumou, mon petit tas d'ordures, puisque c'est lui qui nous inspire. Oui, nous fait savoir Genet, c'est notre petit tas d'ordures qui nous inspire et nous conduit. C'est ce petit tas d'ordures que les figures, les images, les reflets recouvrent d'un « je n'en veux rien savoir ». Écoutons, Genet. Je sais où nous filons et pourquoi nous y allons, disait Leïla qui ajoute, ce n'est pas pour aller quelque part, mais afin que ceux qui nous y envoient restent tranquilles sur un rivage tranquille. C'est la guerre donc. On tue, on pille, on brûle, on viole, et il n'y a plus de rivage tranquille. Voilà où ira Saïd, accompagné de Leïla, image, reflet, figure explose, miné par ce petit tas d'ordures qu'il cache et tente d'annuler. Tu n'es que mon malheur, dit Saïd à Leïla, à moins qu'en parlant de moi et de mon malheur, je dise nous. Eh bien, je vais, ça doit être loin, au pays du monstre. Que ça se trouve sous nos pieds, juste en dessous, où il n'y aura jamais de soleil, puisque je te porte et je te traîne. T'es mon ombre. La famille des orties sera cette cause, ce ressort qui fait surgir le monstre, le découvre et le nourrit. Toujours plus de malheur, que le petit tas d'ordures produise enfin toutes ses conséquences, que tous ses effets adviennent. Ce sont ces conséquences et effets que la pièce montre chez les colons, les militaires et les Arabes eux-mêmes. Écoutons au mot encore la vieille hallucinée. On avait toute la chair de poule, à savoir que sa sainte famille s'enfonçait dans la pourriture, et encore maintenant, ce qu'il me reste de peau et d'os à la chair de poule. Les seigneurs d'autrefois le diront aux seigneurs d'aujourd'hui que rien ne doit être protégé, comme un petit tas d'ordures, que personne ne jette jamais toutes ces balayures
et si un jour le soleil tombait en pluie d'or sur notre monde, on ne sait jamais, réserver dans un coin un petit tas de boue. Écoutons aussi le personnage de Khadija appelé Saïd et Leïla. Saïd, Leïla, mes bien-aimés, vous aussi le soir, vous vous racontiez le mal de la journée, vous aviez compris qu'il n'y avait plus à espérer qu'en lui. Mal merveilleux, mal toi qui nous restes quand tout a foutu le camp, mal miraculeux, tu vas nous aider. Viens féconder notre peuple. Dans cette pièce, donc, comme on l'a indiqué au début, les morts parlent. C'est-à-dire qu'après être morts, tués durant la guerre, ils continuent sur scène à parler, à se parler entre eux. Ils attendent les nouveaux arrivants, c'est-à-dire les nouveaux morts. Bien sûr, ce sont des morts particuliers, des morts imaginaires, comme peut en rêver par exemple l'obsessionnel. Ils sont identiques à ce qu'ils étaient dans leur vie, à un détail près. Ils ont désormais l'éternité. Les morts sont morts, dit un personnage. Pas tout à fait, lui réplique un autre, puisqu'ils viennent mourir toujours plus. Voilà ce qu'est un mort au sens de l'imaginaire. C'est un mort pas encore totalement mort, un mort qui passe son temps à mourir un peu plus encore et qui n'y parvient pas. Oh, je t'en prie, laisse-moi m'évanouir tout à fait. Je fonds, je suis fondu, crie un mort à la mer qui, elle aussi morte, s'évertue à titiller ceux qui sont passés de l'autre côté, qui ont franchi les paravents, à se souvenir de leur petit tas d'ordures. Car la mer, c'est le rire, avec un R majuscule, comme l'écrit Genet. En s'adressant à la lune, elle dit « Je suis le rire, salut, mais pas n'importe lequel, celui qui apparaît quand tout va mal. » Elle est le rire qui réveille et glace ceux qui l'entendent. Elle présentifie un bout de réel qui ne laisse pas tranquille même les morts qui pourraient n'en plus finir de mourir imaginairement. À la fin du 16e et dernier tableau, la quasi-totalité des personnages est sur la scène. Il y a les morts et les vivants, et les morts attendent Saïd, les vivants veulent encore le garder, ils se le disputent en quelque sorte. Car Saïd est devenu la cause de tout ce qui advient, il est le mal qui ravage et détruit les images et les reflets où chacun tente de trouver une réalité, certes imaginaire, d'être. Pour Saïd, dit Oumou, on va s'en servir. On embaume tes misères, tes chiéries. Il faut aller vite embaumer tes chiéries, que rien ne se perde. Saïd, Saïd, plus grand que nature, ton front dans les nébuleuses et tes pieds sur l'océan. Tu vas dépasser ta propre taille. Ne t'inquiète de rien. On va tout faire nous-mêmes. On connaît la technique. Tout va se passer en douceur. C'est mort qu'on te veut. Mais c'est vivant, pas mort. C'est ni mort ni vivant. Bref, Oumou veut faire de Saïd un mort imaginaire. Saïd connaîtra-t-il le destin du chef de la police dans le balcon, emmuré éternellement dans un mausolée à la gloire du héros? Saïd sera-t-il le héros de la cause arabe? Oumou hurle. Vous n'allez pas démolir notre trésor, c'est par lui qu'on respire, autant crever tout de suite. Mais un combattant tire. Saïd, encore vivant, est touché. Et après la balle reçue, il est mort. Et les morts l'attendent. Il va changer de côté, passer des vivants chez les morts, franchir la paroi de ce miroir invisible que le paravent incarne. Peine perdue. La mère. Saïd, il n'y a plus qu'à l'attendre. Khadija riant. Pas la peine. Pas plus que Leïla, il ne reviendra. La mère. Alors où il est? Dans une chanson?
C'est l'ultime réplique de la pièce. Voilà ce que Leïla et Saïd ne sont pas devenus. Des morts vivants, des reflets éternisés, des héros statufiés pour une cause ou pour une autre. Leïla, elle, est partie dans les bois du côté des orties auxquelles elle parle. Leïla nous a enseigné, dit Oumou, comment on doit se perdre. Chez les morts imaginaires, pour elle, pas de place. Saïd non plus n'a pas sa place de cet autre côté symétrique du monde, de la vie. Il ne franchit pas le paravent. Désormais seulement une voix, une sonorité, une intonation, des signifiants chantés. Une voix donc le portera comme cette cause sans nom et sans bruit, muette qui fait chanter un peuple. Une voix insonore qui cause les voix sonores de ceux qui l'entendent. Dans les paravents, c'est au feu de la destruction que les images de l'idéal du moi sont passées, rien n'y résiste, et c'est bien sûr un trou, un impossible de toute figuration, un impossible de tout dire, que butera tout lecteur ou spectateur. C'est-à-dire qu'il butera sur son propre petit tas d'ordures, sans nom ni image qu'il veut ignorer, mais qui est toujours là, actif. Telle est donc l'une, certes, une seulement, des leçons du théâtre de Genet. Que le mal, sur la scène, écrit-il, explose, nous montre nus, nous laisse hagards, n'ayant de recours qu'en nous. L'œuvre sera une explosion active. Pour l'obtenir, cette explosion active, fallait-il encore ce franchissement dont Genet sut exceptionnellement se faire le témoin et le scribe dans ses paravents. Non pas franchir l'espace qui sépare les vivants des morts, mais occuper une autre place. Franchir ce point d'accepter le petit tas d'ordures de chacun mis en position de cause, une cause réelle.